Grand Direct avec Daniel Atlan. Bonsoir, bienvenue à la une de l'actualité. Ce soir, la révélation de nouveaux éléments de l'enquête sur les attentats du 13 novembre. Le Figaro, qui a pu consulter les conclusions du rapport des enquêteurs, révèle de nombreux détails de la terrible soirée. On apprend notamment que les terroristes ont utilisé des boucliers humains et qu'un carnage a bel et bien été évité au Stade de France. Les grandes lignes de ce rapport, c'est avec Julia Galancia. Paris, le 13 novembre. Il est 21h40. Le commando des 3 terroristes sort de sa Volkswagen Polo noir, garée en face du Bataclan, et commence à tirer dans la rue. De nombreux passants s'engouffrent dans la salle de spectacle pour se protéger. Ils se retrouvent pris au piège avec le public. Sami Amimour, ex-chauffeur de bus devenu machine à tuer pour le compte de l'État islamique, Ismaël Omar Mostefaï, salafiste radical notamment entraîné par l'instigateur des attentats de Marrakech, et Fouad Mohamed Agad, islamiste fiché S et combattant en Syrie depuis 2 ans, sèment la mort à la Kalachnikov. Certains spectateurs sont forcés de se poster devant les fenêtres et les portes pour servir de bouclier humain en cas d'attaque de la police. Les terroristes réquisitionnent aussi les téléphones de plusieurs otages pour tenter de se connecter à Internet en vain. Ils entament ensuite une négociation surréaliste avec la police. Ils réclament le retrait immédiat de la France dans le conflit syrien et menacent de tuer des otages si une preuve concrète n'est pas amenée rapidement. Le choix de la cible n'est pas anodin, c'est la nationalité américaine du groupe de rock qui est visée. L'enquête l'atteste sans ambiguïté, l'un des 3 commandos terroristes a cherché à s'introduire à plusieurs reprises dans l'enceinte du Stade de France. Objectif, se faire exploser dans les tribunes où se massaient 80 000 spectateurs du match France-Allemagne, dont le président François Hollande. Salah Abdeslam conduit le commando en Renault Clio jusqu'à Saint-Denis. Il aurait voulu périr dans les gradins mais n'aurait pas réussi à y rentrer. Selon un précieux témoin entendu par les policiers, 3 inconnus chuchotant en arabe s'étaient insinués entre 20h30 et 20h45 dans la file d'attente située à l'entrée de la porte N avant de se faire refouler. Un autre des terroristes tente de rentrer par ruse à 4 reprises et en vain au niveau d'une autre porte entre 21h05 et 21h25. Finalement, Ahmad Al-Mohammad se fait exploser à 21h17 au niveau de la porte D. Bilal Adfi, le dernier des kamikazes, fait exploser sa ceinture à 21h53 au niveau de la rue de la Coquerie devant un restaurant McDonald's. Le commando des terrasses des cafés des 10 et 11e arrondissements arrive à bord d'une Seat Léon Noir qui s'immobilise en pleine rue, tout phare allumé. 2 tireurs sortent des places arrière sans dire un mot avant d'agir de manière coordonnée au cri d'Allahu Akbar. Ils mitraillent les terrasses bondées, tuent un automobiliste qui leur barrait la route, criblent de projectiles les voitures, 2 roues, engins de secours, vitrines de commerce et immeubles aux alentours. Plus de 400 coups de feu sont tirés entre 21h20 et 21h40. Au Petit Cambodge et au Carillon, où 116 chargeurs de Kalachnikov sont retrouvés, comme à la Bonne Bière et à la Belle Équipe, où 250 coups de feu sont tirés. Parmi les tireurs figure a priori Abdelhamid Abaoud, membre de l'État islamique et commanditaire présumé des attentats. Le conducteur, qui pourrait être Salah Abdeslam, est décrit comme très calme. Il n'hésite pas à s'acharner sur des blessés allongés au sol. Son frère Brahim Abdeslam meurt en kamikaze au milieu de la terrasse couverte du comptoir Voltaire. Froid et déterminé, il s'excuse avec le sourire d'avoir fait du bruit avant de se faire exploser. Et en ligne avec nous, Alain Chouet, ancien chef du service de renseignement de la sécurité, la DGSE. Bonsoir. Bonsoir. Alors, premier renseignement de ce rapport, le bilan aurait pu être encore plus terrible. On peut le dire ce soir, coup de chapeau au système de contrôle du Stade de France. Bon, d'abord, oui, certainement, mais il y a aussi qu'on a eu affaire dans cette histoire à des gens qui étaient quand même pas très professionnels. Hein. Ils arrivent en retard sur les lieux, ils n'ont pas de billets pour entrer. Enfin bon, ça sent un peu, beaucoup même, l'amateurisme. Évidemment, ça se voit moins au Bataclan, parce que quand on tire dans une foule de 300 ou 400 personnes rassemblées dans une salle, on est sûr de faire des dégâts. Mais dans tous les cas, on a affaire à des amateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire également ces 116 chargeurs de Kalachnikov qui ont été retrouvés? C'est beaucoup. Est-ce que c'est la preuve qu'ils ont été entraînés au maniement des armes, tout du moins? Non, mais là, les journalistes disent n'importe quoi. C'est évidemment pas 160 chargeurs qu'on a retrouvés. Hein, sinon, ils n'auraient jamais pu les porter. Faudrait peut-être faire preuve d'un peu de professionnalisme dans le milieu journalistique. Là. On a retrouvé des douilles, hein, plus que des chargeurs. Chacun avait 3 ou 4 chargeurs. Voilà. Alors, et les détails glaçants qu'évoque le Figaro, ben, ce sont les détails de tout acte terroriste. Et Dieu sait si Israël en connaît.
des actes qui ont été commis avec sang-froid. Qu'est-ce que vous avez retenu dans ce rapport? Est-ce qu'il y a un élément qui vous a surpris? Non, il n'y a pas grand-chose qui m'a surpris. On avait déjà dit depuis plusieurs mois que quand l'État islamique perdrait pied sur le terrain, il ferait sa transition stratégique vers le terrorisme international pour garder sa crédibilité, ses fidèles et surtout ses financements. Eh bien, on en est là aujourd'hui. Il a envoyé vers la France des gens qui ne sont pas une armée étrangère, qui sont les rejetons de nos propres sociétés et qui ont agi contre leur propre société, en fait. C'est surtout ça qu'il faut retenir et c'est surtout ça qu'il faut avoir en mémoire si on veut essayer de prévenir des répliques éventuelles. Alors, il y a quelque chose quand même de frappant quand on vous écoute. Vous dites qu'on a affaire à des amateurs et pourtant ce bilan était très lourd. Est-ce qu'on aurait pu l'empêcher? Non, l'empêcher, certainement pas. Dans une démocratie, on ne peut pas empêcher les gens d'aller et venir, notamment s'ils ont des passeports de nos pays. Et ils viennent comme ils veulent. Le bilan est lourd, il aurait pu être encore beaucoup plus lourd. Il est lourd dans des sociétés qui ne sont pas habituées non plus, comme peuvent l'être les Israéliens, qui ne sont pas habitués aux dangers terroristes quotidiens et qui ne se méfient pas et qui font preuve d'assez peu de vigilance, ce qui peut changer maintenant à la lueur de ces attentats. Merci beaucoup Alain Chouet pour ce décryptage. Et puis autre élément révélé par ce rapport d'enquête, ces mails de propagande envoyés par l'épouse d'un des terroristes du Bataclan, Sami Amimour, c'est son nom depuis l'Irak. L'épouse du terroriste se dit très fière des attentats commis par son mari qui a été inhumé cette semaine, je vous le rappelle. Les précisions de Maxime Pérez. C'est l'une des révélations chocs de l'enquête sur les attentats de Paris. Elles proviennent de l'épouse et désormais veuve de Sami Amimour, l'un des 3 kamikazes du Bataclan. La jeune femme de 18 ans se nomme Kaina, une lycéenne de région parisienne endoctrinée par la propagande djihadiste. Ces mails ont été récemment interceptés par les policiers et donnent la teneur de sa radicalisation. Je suis tellement fière de mon mari et de vanter son mérite. Ah là là, je suis si heureuse. Kaina avait rencontré Sami Amimour dans un autobus de Seine-Saint-Denis, alors que celui-ci était un simple chauffeur de la RATP. Nous sommes courant 2013. En septembre, le couple se quitte prématurément, Sami Amimour ayant décidé de rejoindre la Syrie. Elle le retrouve en pleine année scolaire à Raqqa, capitale autoproclamée du califat djihadiste. Kaina entreprend alors une correspondance avec l'une de ses amies restée en France. Le paradis qu'elle lui décrit d'abord se transforme vite en enfer, alors que Raqqa est pilonné par la coalition. Pour le moment, ils envoient leurs avions. Et vous, en France et ailleurs, vivez bien. Et les gens ici meurent, c'est injuste. Bientôt, Inch'Allah, la France et toute la coalition vont savoir c'est quoi la guerre chez elle. Vous nous tuez, on vous tue, l'équation est simple. La femme du terroriste ne donne plus de nouvelles pendant quelques semaines. Jusqu'au 16 novembre, 3 jours après l'attaque du Bataclan commis par son époux et dont elle se réjouit. J'étais au courant depuis le début et j'ai encouragé mon mari à partir pour terroriser le peuple français qui a tant de sang sur les mains. Rien ne sera plus comme avant. J'envie tellement mon mari, j'aurais tellement aimé être avec lui pour sauter aussi. La jeune femme vivrait aujourd'hui réfugiée dans la ville irakienne de Mossoul, autre fief de l'État islamique. Son mari a été enterré ce week-end dans un cimetière de la Courneuve, le soir de Noël.